C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Et ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Un ravissement partagé. Voilà, un ravissement. Alors, trouver un capitaine, en tester la solidité et chercher l'équipage qui saura naviguer par gros temps est la difficile tâche d'Emmanuel Macron en ce moment. Le président, sorti de sa parenthèse enchantée des JO, se heurte à nouveau sur le mur du réel et de la dure politique. Il va devoir sortir de ce piège qu'il s'est lui-même tendu en prononçant la dissolution. Avant de s'envoler pour la Serbie, Emmanuel Macron consulte à tout va. Il a reçu aujourd'hui des élus locaux après avoir invité cette semaine les chefs de parti, mais le brouillard semble toujours aussi épais. Rarement un nom d'un Premier ministre aura été aussi attendu. En attendant, les socialistes se déchirent à nouveau sur leur stratégie à adopter face à la France insoumise. On en parle avec nos éditorialistes, que je suis ravi aussi de revoir. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Directeur de la Tribune Dimanche, bonsoir à vous. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, bonsoir à vous. Et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Que des directeurs. Bonsoir. Et en fin d'émission, la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Une question, Jean-Marie, il y a une certitude, le Rassemblement national et la France insoumise sont évacués. Difficile de nommer quelqu'un de droite, le choix se resserre-t-il forcément sur quelqu'un de gauche? Oui, c'est ce qui semble aujourd'hui, de se resserrer sur quelqu'un de gauche, parce qu'on voit mal que la gauche échappe au fond à Matignon compte tenu de ce qu'ont été les résultats, parce que quand même, malgré tout, le nouveau Front populaire a terminé malgré tout en tête, même si c'est de peu. Et par ailleurs, on voit mal que la droite pourrait revendiquer le poste, aussi compte tenu de ce que dit le patron de la droite en sortant de l'Élysée. Donc tout ça donne des petits signes que l'on irait vers quelqu'un qui sera plutôt à gauche, en sachant qu'il faudra quelqu'un d'expérimenté, malgré tout, de professionnel et d'expérimenté. On parle beaucoup de solutions techniques. D'abord, la technique n'est jamais très éloignée de la politique. Mais ensuite, je crois que vraiment la période appelle des gens d'expérience et des gens qui aient à la fois les nerfs solides et une culture solide aussi, parce qu'il va falloir sortir de cette crise qui est quand même une crise inédite sous la Ve République. C'est peut-être même potentiellement la crise la plus grave qui ait traversé les institutions. Donc voilà, il faut faire attention. Alors ce matin, Carole Delga était invitée à l'Élysée, la présidente de la région Occitanie. Écoutez sa réaction à la sortie. Ceux qui ont gagné, ce sont tous les républicains qui sont attachés. Voilà, il y a 65% des Français qui ont dit oui au front républicain. Dans ce front républicain, la tendance, je reste lucide et modeste, la tendance est plutôt à gauche. Et donc je pense qu'il se doit être un Premier ministre de gauche. Il avait cette liste en tête de noms que j'ai aussi pu compléter, comme par exemple par le maire de Sointoin ou par Laurent Berger. Voilà ces noms, Bruno Jeudi, vous qui êtes au fait de toutes les informations. Est-ce que l'élu local pourrait être une des solutions? On a vu que Karim Bouanram a feuilletonné un peu cet été. Ou alors... Pardon ? Feuilletonner lui-même. Peut-être. Il a feuilletonné lui-même. Il y en a d'autres qui ont feuilletonné eux-mêmes, sans citer de nom. Moi, je pense qu'il faut voir ce que le président a dit aux différentes personnes qui ont été consultées et à qui il a parlé. Il a dit des choses un peu différentes suivant les personnes. Ce qui se dégage au fil de ces consultations... qui maintenant on en est presque à 10 jours, c'est que, et même depuis, j'allais dire, le milieu de l'été, on est parti d'hypothèses d'un Premier ministre qui serait issu de la Macronie ou du centre droit, et on voit bien que, à la fois au fur et à mesure de l'été et de ces consultations, on est maintenant sur une hypothèse de centre-gauche. Le président a acté devant ses interlocuteurs qu'il avait perdu ses législatives. Il a eu du mal à le dire, mais il l'a reconnu. Et donc, on est plutôt maintenant sur l'hypothèse d'un homme issu du centre-gauche. Ensuite, la deuxième hypothèse, qui était l'hypothèse technique ou l'hypothèse d'un haut fonctionnaire, elle s'éloigne parce que le président lui-même constate qu'il faudra de l'expérience politique et notamment de l'expérience parlementaire, parce que c'est une situation inédite, Jean-Marie l'a dit, qui requiert vraiment du savoir-faire parlementaire et du savoir-faire politique, et qui exclut un peu cette hypothèse, on va dire, technique, aux fonctionnaires, grands patrons, type Romano Prodi, ce que les Italiens avaient expérimenté il y a quelques années. Je pense que cette hypothèse est exclue aussi par le président. Donc on en revient à une hypothèse politique, plutôt de centre-gauche. Il a dit à la droite, puisque vous ne voulez pas participer,
je vais regarder sur ma gauche. Il l'a dit à Laurent Wauquiez, qui est sorti d'ailleurs déçu de cet entretien. Qu'est-ce qu'il attendait d'autre après tout? Soit il y allait, soit il n'y va pas. Et il faut nommer un premier ministre. Le président, article 8, doit nommer un Premier ministre. Ce Premier ministre sera nommé samedi ou dimanche. Et à mon avis, ce sera une personnalité de centre-gauche. Une personnalité qui ensuite devra être non censurable. C'est ce que le président cherche à avoir. C'est pour ça qu'il a écarté Lucie Castet. Ça, c'est un débat politique, on pourra en parler. Est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort de ne pas vouloir donner sa chance à Lucie Castet? Mais lui, il veut un Premier ministre non censurable. Et donc, il cherche. Et évidemment, maintenant, les noms commencent à sortir. Bernard Cazeneuve, Didier Migaud, sans doute Cazeneuve en pole position. En tous les cas, l'hypothèse de Xavier Bertrand au milieu de l'été a reculé pour une hypothèse plus à gauche, plus conforme aussi aux Français qui veulent un changement de politique. Sans doute pas exactement comme le voudrait la coalition du nouveau Front populaire, mais ils veulent un changement de ligne politique. Alors, Catherine, est-ce qu'il y a un besoin politique, Bruno vient de l'expliquer, d'aller à gauche, mais la France a-t-elle besoin d'un virage social à gauche? Est-ce que la France a besoin de gauche dans ce pays? Moi, je crois que ça s'est vu en Angleterre. Ouf. L'Angleterre n'a pas fait un virage à gauche. Elle a eu beaucoup de. C'est vrai qu'elle part. Oui, la gauche, mais la gauche anglaise n'est pas très à gauche non plus. Enfin, je veux dire, et particulièrement. À vos yeux, Catherine, mais aux yeux des Britanniques, elle est la gauche. Non, mais bien sûr. Le virage, c'est plus qu'un virage, c'est un tournant historique, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Alors, l'ampleur de la. Alors, compte tenu. Alors, non, c'est pas que c'est. Mais non, pas du tout. C'est pas ça. Je veux dire, les Anglais. Elle n'est pas bénie par Jean-Luc Mélenchon, donc ce ne serait pas la gauche. Ni même par moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le profil politique du Premier ministre anglais est très intéressant. C'est un homme qui est très féru de droits de l'homme et qui va, de ce point de vue, probablement faire des inflexions intéressantes. Mais enfin, sur la doxa politique et la doxa économique, il ne va pas changer grand-chose. Enfin, je veux dire, il va plutôt... D'ailleurs, il commence déjà à préparer le fait qu'il y a des caisses encore plus vite qu'il ne le croyait, etc. C'est une autre discussion, Catherine. Donc, mais il a commencé par augmenter les salaires des fonctionnaires. Ça, c'est plutôt bien, non? Il a commencé par augmenter les salaires des fonctionnaires. Ils vont s'occuper des services publics. Ils vont refinancer l'éducation et la santé. Si ça n'est pas la gauche... Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas la gauche. Je dis que ce n'est pas un virage sur l'aile gauche. Enfin, je veux dire, c'est une gauche qui est très modérée. Ce n'est même... C'est quand même pas... Oui, c'est quand même... il est plutôt du tendance Tony Blair que de la tendance de... Bon, bref. Ma question, c'était... Mais votre question ne portait pas sur le besoin de gauche. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est on écoutera Stéphane. En fait, la France, je pense qu'elle a besoin de retrouver des choses qui la réunifient. Et dedans, il y a des éléments je ne sais pas si c'est de la gauche, mais en tout cas, les services publics, il n'y a pas que la gauche qui en est porteuse, mais retrouver des services publics qui permettent de réunifier le territoire et de donner une égalité aux enfants à l'école ou une égalité devant les problèmes de maladie, je pense que ça, c'est attendu. Je pense que la revalorisation des salaires des fonctionnaires, c'est attendu. Et ce ne sont pas que des attentes de la gauche. C'est pour ça que je crois que le pari du nouveau Front populaire, qui était de dire on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui dépasse la gauche, n'était pas un pari absurde, n'était pas un discours sans fondement, parce que je pense que ce qui a vraiment fait du mal à la cohésion nationale, c'est des fondamentaux qui se sont défaits, et notamment autour de la question de la place de l'État dans la question des services publics, entre autres, et c'est pour ça que Lucie Castet avait été choisie. Stéphane, mais il faut un Premier ministre qui soit effectivement de gauche, mais de gauche, comme diraient certains, et ce qui énerve parfois certains, quand on parle de gauche raisonnable, comme s'il y avait une gauche irraisonnable, en tout cas, c'est les avis, chacun se fera son idée, mais quand même un Premier ministre de gauche, mais pas trop, pour pas revenir, par exemple, sur la réforme des retraites, ce à quoi Emmanuel Macron ne pourrait pas accepter. De gauche Canada Dry, c'est ça, en fait. Un peu, ouais. Un peu. Bon, écoutez, non, c'est la bonne expression. Non, mais en fait, moi, je pense que ce que l'Élysée a en tête, ou ce qui est recherché actuellement, c'est de créer une espèce de situation complètement inédite qui serait à la fois une cohabitation et une coalition. C'est un truc qu'on n'a pas encore expérimenté. Donc en fait, la difficulté pour le président de la République aujourd'hui, c'est d'aller chercher une personnalité qui soit clairement identifiée par les Français comme parmi ses opposants, qui ne soit pas quelqu'un qui vienne du sérail ou qui soit considéré comme trop proche, ou Macron, ce qu'on appelait Macron compatible à une époque, pour conduire une politique qui soit différente. Il a
acté la défaite et il est prêt à conduire une politique différente, mais avec plein de mais. En fait, il veut bien conduire une politique différente, avoir une inclinaison, etc. Mais il y a quelques fondamentaux sur lesquels il veut pas changer la politique de l'offre qui a été menée ces 7 dernières années en disant voilà, ça a donné des résultats au niveau économique, dans la lutte contre le chômage, il faut pas. Oui, il faut pas qu'il détricote. Voilà, il y a un certain nombre de points qui posent vraiment problème, à mon avis, par rapport au programme du nouveau Front populaire, qui était notamment le SMIC à 1 600 € net, qui aurait pu être mis en place simplement par décret dès l'arrivée de Lucie Castet à Matignon. Et c'est pour ça qu'ils ont joué la montre, et c'est pour ça qu'à la fin des fins, ils nous disent qu'en fait, c'est pas possible, et qu'on va faire autre chose. Parce que je vous rappelle que Lucie Castet, si elle était nommée maintenant, il est clair qu'en fait, il y aurait vraisemblablement une motion de censure et une chute en 48 heures, sauf que je vous rappelle qu'on est en pleine vacances parlementaires et que l'Assemblée ne se réunira pas avant le 1er octobre, normalement. Donc ça veut dire aussi que ça lui laissait des marges pour mettre en place un certain nombre de choses voilà, c'est ça. C'est le mot qui est employé à l'Élysée pour expliquer ils ont inventé un nouveau mot. Coalition. Coalitation. Il faut qu'on presse les deux mots. Et ça va se faire ce week-end et voilà. Et après, est-ce que je pense qu'ils ont vraiment intérêt à pas se planter sur le casting, parce que choisir quelqu'un qui soit identifié de gauche, mais qui soit pas immédiatement présenté comme un social traître par toute une partie de cette gauche qui dira mais c'est n'importe quoi en fait. Il tourne sa veste. C'est pour ça que Cazeneuve, c'est peut-être le portrait robot de... Non, mais il y a Cazeneuve, finalement, qui est un nom qui émerge, mais enfin, il y a d'autres socialistes qui ont exprimé la nécessité de prendre leurs responsabilités. Il y a Carole Delga et d'autres. Oui, il n'y a pas d'expérience. Non, mais il y a moins d'expérience que... Cazeneuve a été Premier ministre. Présidente de région, non, mais ministre, je ne minore pas. Ministre, il y en a, à mon avis, il y en a quand même pas mal. La question, au fond, aujourd'hui, c'est le Parti socialiste d'Olivier Faure. Le Parti socialiste, aujourd'hui, est scindé sur cette question. Il y a les pro-Mélenchon, les anti-Mélenchon, et au-delà de ça, il y a la ligne politique. Olivier Faure avait promis de se détacher des Insoumis. Or, jusqu'à présent, il ne l'a pas vraiment fait. Même s'il ne veut pas s'associer à la manifestation du 7 septembre, même s'il refuse la procédure de destitution. Et beaucoup de socialistes estiment qu'Olivier Faure continue à être le supplétif du mélenchonisme. C'est-à-dire l'avantage de Bernard Cazeneuve, si on le regarde avec un peu de... Ce serait quand même une très belle ironie de l'histoire. Parce que c'est le dernier Premier ministre de François Hollande. C'est un petit côté de Dantès. Donc, retour à la case départ. Retour à la case départ, retour à un Premier ministre qu'avait nommé François Hollande. Il revient parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc pour Emmanuel Macron, ce serait une solide défaite et qu'il faudrait prendre avec le sourire, je pense. Mais par ailleurs, son avantage, c'est que, il connaît très très bien Emmanuel Macron. Il en connaît les qualités, mais aussi beaucoup les défauts. Donc il serait parfaitement à même de gérer la relation avec Emmanuel Macron, ce qui n'est pas un mince avantage. Et d'autre part, je pense qu'il l'a dit et répété dans les jours qui précèdent, il mettrait en place une vraie cohabitation. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui mettrait son drapeau dans sa poche. Donc, ce sera une cohabitation en bonne et due forme, avec une partie pas si évidente que cela pour le président de la République. Donc, je pense que ça aussi, c'est un avantage, parce que ça veut dire une politique qui serait une politique marquée à gauche, même si on discutera et Catherine et pour autant, il n'effraie pas la gauche, ni le centre, ni le... il a été ministre du budget et ministre de l'Intérieur. Ministre du budget et Premier ministre. Donc ça lui donne quand même quelques solides atouts. Et dans la période qui vient, il faudra quelqu'un qui sache négocier et avec le président et avec le Parlement et avec l'Assemblée nationale. Donc ce seront les deux fronts qui seront les siens. Ça nous intéresse. Si les nommés. Ça nous intéresse beaucoup, le casting, les rapports de force internes au parti, tout ça, c'est tout à fait intéressant et c'est pas du tout secondaire. Mais en fait, quand même, la demande qui a été faite lors des élections, c'est quand même d'un changement de politique. Est-ce que Bernard Cazeneuve vient avec un changement de politique? Pour l'instant, il s'est toujours exprimé. Écoutez, il écrit régulièrement dans un journal qui s'appelle L'Opinion. Et dans ce journal L'Opinion, à peu près, à un moment, il écrivait presque toutes les semaines. On pouvait suivre l'évolution de sa pensée. Et non seulement ça, mais il est à la fois critique d'Emmanuel Macron et à gauche. Donc il prendrait des mesures. Mais c'est sûr, Catherine, il ne sera pas la même politique. Il ne s'inscrit pas. Non, mais je ne dis pas qu'il ne défera pas la politique de l'offre. Parce que les chiffres du chômage viennent encore de baisser.
Alors, donc, si on veut que les chiffres du chômage continuent à baisser, il faut maintenir le cap de la politique de l'offre. Ce que je crois, c'est que ça fait partie de nos discussions incessantes, mais il y a, dans les problèmes que rencontre la France, il y a un problème d'emploi, mais il y a un problème de travail, par exemple. C'est-à-dire que certes, le chômage baisse, mais au prix d'un travail qui est très mal payé et d'un travail qui est très mal considéré. Or, c'est pour moi lié à la question de la politique de l'offre. Si on n'arrive pas à changer de politique, mais de cap. C'est-à-dire que ce que demandent les Français, c'est pas simplement en changement de casting, c'est pas simplement qu'on élargisse la Macronie, c'est qu'il y ait une autre politique. Le grand cap symbolique serait aussitôt emprunté. Le grand cap symbolique que vous attendez avec beaucoup tant d'impatience, c'est évidemment l'aménagement ou la modification de la réforme des retraites. C'est-à-dire revenir à un âge de la retraite qui ne soit pas mais ça ne perçu suffira comme pas. punitif par l'ensemble de la population. Oui, mais ce n'est pas la seule question, véritablement. Je pense que il suffit d'avoir un étendard de cette nature. Alors, il peut l'avoir. En effet, sur ça, il peut le faire. Je pense que je ne vois pas comment on peut, à l'Assemblée nationale, les Insoumis ou le Rassemblement national viendront proposer dans leur niche parlementaire la remise en cause de la réforme des retraites et ils auront la majorité pour cela. Milliards. Oui, mais ils auront la majorité. Ils le feront voter l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel aura la primeur de faire voter cet amendement, mais il y aura cette réforme ne va pas tenir. Donc ce n'est pas le seul enjeu. L'enjeu, c'est de revenir à une retraite à 62 ans comme ça a été demandé, et c'est demandé massivement par les gens qui travaillent, mais ce n'est pas la seule question. La question des services publics, la question d'un travail qui rémunère et la question de la place de la France dans le monde d'une certaine manière, je pense que ce sont des questions qui sont attendues et on ne demande pas simplement de la continuité relookée. Stéphane, est-ce que Emmanuel Macron est prêt à toucher au SMIC et prêt à amender, à toucher à sa réforme des retraites ? Alors la réforme des retraites, je pense que ça se discute, parce que peut-être qu'elle peut être annulée, mais de toute façon, il faudra en faire une autre, parce que je vous rappelle que les retraites sont plus à l'équilibre. Ce que disait le corps avant la réforme, c'est plus ce que dit le corps aujourd'hui. Donc de toute façon, même avec la réforme des retraites, les retraites sont plus équilibrées. C'est le système de retraite par répartition qui est menacé. Donc de toute façon, il faudra le revoir. Donc qu'on supprime la réforme des retraites telle qu'elle existe aujourd'hui, pourquoi pas ? Après tout, si c'est pour en faire une autre, si on n'en fait pas une autre, on aura de toute manière un vrai très gros problème. Et derrière, de toute façon, moi, ce que je vois et ce que j'entends, si vous voulez, c'est que je pense qu'aujourd'hui, un Bernard Cazeneuve ou quelqu'un d'autre qui vienne de la gauche pourra tout à fait développer un programme de gauche, qui soit un programme différent, un vrai changement de cap, avec un président de la République qui cessera d'être omniprésent. En tout cas, il dit qu'il est prêt à le faire, etc. Il faudra voir à l'usage, parce qu'il a dit plein de fois qu'il changerait de méthode, et il n'a jamais changé de méthode, donc c'est peut-être plus fort que lui, mais en tout cas, qui est prêt à se mettre en retrait pour laisser un Premier ministre qui ne soit pas de son camp et de son obédience diriger le pays à sa façon. Mais encore une fois, dans un cadre particulier, c'est-à-dire que ça peut être un programme de gauche, mais ce ne sera pas le programme du nouveau Front populaire. Non, certainement. Et alors, le problème, c'est ce que disait Catherine à l'instant, vous avez utilisé une expression qui me paraît intéressante, c'est que si c'est perçu par l'opinion comme une extension de la Macronie ou un prolongement de la Macronie, ça va être compliqué. Mais de toute façon, est-ce qu'on a le choix ? Parce que la vérité, si vous voulez, c'est que dans le programme économique du nouveau Front populaire, il y a des choses très très intéressantes, mais il faut voir aussi ce que ça représente. Oui. Et on a un énorme problème d'argent dans ce pays, avec le budget qu'il va falloir boucler là, à partir de la reprise de la session parlementaire. Ça va être une sacrée paire de manches dans le contexte. On est en procédure pour déficit excessif. On a un déficit public hallucinant. Il va falloir procéder à des économies, de toute façon. Donc la gauche va crier à l'austérité, c'est scandaleux, etc. Ou des nouvelles recettes. Des économies ou des recettes. Je pense que ce qu'il faut voir d'abord, il faut d'abord voir la situation politique de ce nouveau Premier ministre. C'est une situation inédite sous la Ve République. Nous ne sommes pas dans une cohabitation du type de celle qu'ont vécu François Mitterrand et Jacques Chirac, avec des premiers ministres qui s'appuyaient sur une majorité absolue. C'est-à-dire que Lionel Jospin, il devient Premier ministre le lendemain des législatives. Là, nous allons avoir un Premier ministre, peut-être issu du centre-gauche, c'est ce qui se dessine, mais qui sera soutenu en partie, et même d'abord prioritairement, par le parti qui a perdu, mais qui reste le plus important dans sa future majorité, c'est-à-dire le bloc central. Le bloc central. Donc un Premier ministre de centre-gauche qui sera soutenu par le parti central, un peu peut-être une partie des socialistes, en tous les cas. Je vous imagine mal que les socialistes censurés Bernard Cazeneuve... Pas tous, mais une partie sans doute, oui. Je les imagine mal quand même. Certains ont été avec lui plusieurs années dans le même gouvernement. Il peut en grappiller et peut-être une partie de la droite qui...
clairement ne participera pas, mais ne le censurera pas. C'est une situation qui est totalement inédite et qui peut créer des situations totalement imprévisibles. Donc ça ne peut être que texte par texte. Sur les retraites, ce sera forcément très compliqué. Et puis, vous avez raison, hein, l'impératif budgétaire. C'est 20 milliards à trouver pour... on est quand même sous procédure de déficit aggravé par Bruxelles. Donc on ne va pas faire n'importe quoi non plus, quel que soit le nom du Premier ministre, y compris si c'est Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve ne serait sans doute pas censuré préalablement. C'est-à-dire que je pense que par rapport à l'engagement que prend Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre qui restera plus que 48 heures, il pourrait faire partie de cela. Parce que, en effet, comme vous venez de le dire, Bruno, on ne voit pas bien le Parti socialiste censurer au préalable, avant même qu'il agisse, Bernard Cazeneuve. Mais en effet, dès que vont arriver le premier échéance, c'est-à-dire le budget, c'est là qu'on va voir. C'est-à-dire que ou bien il est dans les clous, en effet, de ce qu'a été la politique conduite par Emmanuel Macron, et il va chercher à faire de la réduction des dépenses, 10 milliards, puis 3 milliards, puis encore 10 milliards. S'il ne fait pas cette erreur-là, eh bien, donc on verra ce que feront les autres des groupes. C'est-à-dire qu'il peut avoir, s'il augmente les recettes, notamment... Ce sera une cohabitation, Catherine. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y aura de la négo. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la négo. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu plus que les super riches, par exemple, ou les super dividendes, soient participés. Mais c'est déjà le cas. De toute façon, la question... C'est déjà le cas. C'est pas le cas, là, pour l'instant. C'est déjà sur la table. C'est sur la table, d'accord. Non, mais c'est... Imaginons qu'on soit dans ce cas de figure où Cazeneuve soit pressenti puis nommé. Si ça se grippe à l'Assemblée, si ça se bloque, in fine, on créera petit à petit les conditions d'un départ du président de la République. Donc ce sera une toute autre affaire. Donc je pense qu'il faudra que chacun mesure bien ce qu'il doit faire. Et je pense que chez Mélenchon, ils pousseront à fond la caisse pour que le blocage s'installe et pour que le président soit... Alors ils veulent le destituer. Il y en a un qui joue très gros. Ils n'arriveront pas à le destituer, mais ils peuvent le pousser à la démission. Il y en a un qui joue la présidentielle anticipée, c'est Mélenchon. Et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen aussi. Son parti a quand même perdu les législatives. Oui, mais il faut qu'il se remette. Elle a son procès à l'automne. Oui, mais anticiper, c'est pas dans 2 mois non plus. Anticiper, c'est dans l'année. Il y a un problème, elle dit démission. Donc, oui, mais là... Elle peut être entraînée dans ce chemin-là. Donc je pense qu'on joue vraiment très très gros. Enfin, les institutions jouent très gros. Et les institutions, c'est quand même ce qui nous reste de plus solide aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention. Et je pense que le personnel politique semble comme détaché de toutes ces considérations et vraiment à distance de la gravité des choses. Alors justement, ce que disait Bruno sur le Rassemblement national, parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais ils ont quand même un pouvoir de nuisance qui est assez grand. Et vous le disiez, Bruno, ils ont compris peut-être qu'ils ne pouvaient pas gagner, en tout cas, ils ont pas gagné, mais surtout qu'ils avaient un déficit de personnel dans les gens qu'ils ont envoyés à l'élection. On l'a vu, des gens pas toujours très cortiqués intellectuellement. D'ailleurs, Jordan Bardella l'a dit. Est-ce que dans le fond, sa stratégie à elle, c'était de dire, OK, la France insoumise, c'est la ligne rouge, mais en revanche, je vais prendre mes responsabilités et montrer une sorte de sérieux. Et elle va faire ce qu'elle a fait, la stratégie qu'elle a appliquée depuis la table 2022. Quand on regarde les quelques 2 années qui sont passées, c'est vraiment, elle agit au coup par coup, texte par texte. Elle voit l'intérêt qu'elle a à voter ça, s'abstenir là, voter contre. Elle s'est associée à des motions de censure déposées par les Insoumis. Tout est possible. Alors pour le coup, Marine Le Pen, qui dirige ce groupe au cordeau, elle se décide au dernier moment. On l'a vu sur le texte immigration, où au dernier moment, elle a décidé de voter, piégeant en partie le gouvernement Borne. Alors on va parler des socialistes, et d'ailleurs Renaud Muselier, qui était reçu ce matin, le président de droite de la région PACA, qui d'ailleurs s'est fendu d'une petite critique sur les socialistes. On l'écoute. Le volet de ce pacte de gouvernement, et à côté de ça, il y a la non-censure. Et donc c'est vrai que les socialistes, notamment les sociodémocrates, ont la nécessité aussi d'arriver à prendre une certaine liberté par rapport à leur lien avec les insoumis. On va résumer ce qu'il dit en gros, que les socialistes doivent balayer un peu devant leur porte et que la ligne d'Olivier Faure est un peu contestée. Il y a 2 courants au Parti socialiste, parce que les courants, c'est comme les querelles byzantines, c'est une vieille histoire du PS. Aujourd'hui, je crois que c'est Hélène Geoffroy et
Nicolas Rossignol, voilà, qui conteste la posture de chambre d'écho qu'est Olivier Faure. Est-ce que ce congrès va Stéphane, peut-être clarifier les choses? Là, on ne parle pas du congrès. Là, pour l'instant, c'est les universités d'été à Blois, en fait. Ce n'est pas leur congrès. Le congrès, c'est la rentrée prochaine. C'est début d'année prochaine. Le dernier congrès, c'était Marseille 2023. Voilà, c'était déjà le cas. Il y avait 3 motions. Hélène Geoffroy, Nicolas Meyer-Rossignol à Marseille et Olivier Faure qui s'étaient opposés sur des textes. Mais là, on va dire que ça se transforme avec un beau tripatouillage. Et c'était déjà... Commission de recollement, tout ça. Une espèce de partition, des tensions, etc., au sein du parti. N'empêche qu'à l'arrivée, en fait, Olivier Faure avait été reconduit dans son poste de premier secrétaire à l'unanimité quasiment du Bureau national. Etc. Donc, en fait, moi, je pense c'est une tradition au sein du Parti socialiste de s'entre-déchirer quand le moment est grave. Donc, voilà, ils ne dérogent pas, ils sont en train de le faire. Est-ce que pour autant le PS va exploser en vol? J'en suis pas certain. Ce qui est super intéressant, en fait, ce qu'il faudra regarder, c'est qu'en fonction de la personnalité qui sera choisie comme Premier ministre, qui seront les députés... Moi, je pense que tous les députés socialistes n'auront pas le petit doigt sur la couture du pantalon à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui va être le vrai juge de paix. Parce qu'après, les histoires d'appareils, ils régleront... Oui, enfin, les histoires d'appareils, il y a quand même... entre eux, quoi. Ce qui est sûr, c'est que le problème central, c'est quand le Parti socialiste arrivera à sortir de la domination intellectuelle, politique et de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon prend la parole, on attend avec, sans surprise, l'écho qui sera celui que lui donnera Olivier Faure, parce qu'en général, il reprend l'argumentaire de Jean-Luc Mélenchon un peu à sa manière. C'est l'objet du livre de François Hollande. Oui, donc, la relation au sein de la gauche, entre centre, la gauche modérée et la gauche radicale. Et ça, c'est vraiment, pour revenir à l'Angleterre, c'est le Parti socialiste travailliste s'en est sorti quand il a réussi à marginaliser Jeremy Corbyn, qui était le Mélenchon anglais, et qu'il a finalement écarté. Donc c'est ça la problématique du Parti socialiste. Et la seule façon d'en sortir de ce point de vue-là, et ça c'est ce que Emmanuel Macron aurait dû comprendre depuis longtemps et faire depuis longtemps, c'est la proportionnelle. Parce que si vous instaurez au scrutin législatif la représentation proportionnelle, vous n'avez plus le poids que pèse le scrutin majoritaire à 2 tours, qui oblige les socialistes parce que ce que le président a testé auprès des interlocuteurs pour le coup. Il y a une constante dans l'électorat de la gauche, c'est le mythe de l'union, qui est plus qu'un mythe, qui est une demande forte, mais parce qu'ils ne veulent pas, laisser la place, tout bêtement. Mais le jour où la proportionnelle libère les énergies, et notamment les socialistes, de la domination de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, là vous retrouverez un rapport de force plus normal que l'on a pu déjà mesurer aux européennes quand Raphaël Glucksmann est arrivé en tête et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon derrière. Donc c'est cela la seule grande problématique de la gauche aujourd'hui. Alors je pense qu'en effet la demande d'union de la gauche tient au fait majoritaire de nos institutions, et en Angleterre ce n'était pas le cas, mais chose qui n'a jamais été commentée en France mais que je vous livre comme ça. L'extrême droite en Angleterre a fait 25% des voix. Non, pas 25%. Si, ils ont fait 25, 15 et 25. C'est-à-dire la droite a fait 25 et l'extrême droite a fait 15. Exactement. Ils ont eu que 2 députés à cause du mode de scrutin anglais, mais l'extrême droite est en train de monter en Angleterre en flèche de manière extrêmement inquiétante. L'extrême droite avait été majoritaire au moment du Brexit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le problème du Parti socialiste, c'est qu'à partir de 2014, François Hollande fait un changement de cap politique, sous la conduite d'ailleurs, l'influence d'Emmanuel Macron. On passe de la politique de l'offre, traditionnelle à la gauche, à la politique... Je suis social-démocrate, il dit. Oui, mais c'est ce qu'il dit. À ce moment-là, il fait une politique pro-business. Il considère que pour relancer l'économie française et la force de la France, il faut faire une économie favorable aux entreprises et qu'on compresse le coût du travail. Et d'ailleurs, Macron en profite aujourd'hui. Et ça a été conduit par Emmanuel Macron. Non, mais il en profite aujourd'hui. Pardon, je voudrais terminer juste cette phrase. Moralité, le Parti socialiste se retrouve... François Hollande est incapable de se présenter à l'élection présidentielle. Le candidat socialiste fait 7% et l'élection suivante, la candidate socialiste fait 1,93. Le problème du Parti socialiste, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être capable de
mettre en œuvre. Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une politique possible à gauche, mais pour l'instant, le Parti socialiste n'a pas d'alternative à la politique qui est proposée par le nouveau Front populaire versus Jean-Luc Mélenchon. Son alternative, c'est de revenir sur la politique pro-business qui a été conduite par François Hollande et avec Emmanuel Macron, ministre des Finances. Si c'est ça, on va à la catastrophe politique, parce que tout à l'heure, on parlait de Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen soutiendra ce gouvernement ou permettra que les choses se fassent jusqu'à ce qu'elle considère que c'est son heure. Et à ce moment-là, plaf, motion de censure et elle coupera le kiki à tout le monde. Donc ce que je veux dire par là, c'est ou bien il y a une politique de gauche qui reçoit l'assentiment plus qu'elle ne l'a eu là, parce qu'ils n'ont fait que 28%, le nouveau Front populaire, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils sont majoritaires dans le pays, mais néanmoins, l'idée qu'il faut une politique de gauche qui ne soit pas la politique mise en œuvre par François Hollande et Emmanuel Macron à partir de 2014 est majoritaire dans la gauche. D'accord avec cette analyse ? Non. Non. Allez, qui veut y aller ? Non, mais je crois que tout est affaire d'équilibre. Le problème de la gauche, c'est qu'elle n'arrive au pouvoir que lorsque c'est sa branche social-démocrate qui domine sa branche la plus radicale, que ce soit le Parti communiste, c'est ce que dit François Hollande ou les Insoumis aujourd'hui. Oui, mais les faits historiques le démontrent. Oui, mais c'est vrai. Macron n'était pas social-démocrate, et c'est lui qui donnait le là. Mais Emmanuel Macron, il ne s'est pas présenté comme social-démocrate. Emmanuel Macron s'est présenté sur un combo politique qui s'appelle le « en même temps », qui était le « et de gauche et de droite ». C'est pas tout à fait la même chose que Bernard Cazeneuve. Sous le mandat de Hollande à la fin. Non. Mais si, à partir de 2014. Je trouve que c'est un peu un raccourci rapide. Il a participé évidemment à cette inflexion politique, mais il faut reprendre aussi le début du mandat. Le début du mandat de François Hollande, c'est des caisses à remplir, c'est une augmentation forte des impôts, c'est un chômage qui ne baisse pas. C'est l'application de la doctrine socialiste. Et donc, à un moment, il faut faire... Et ça donne une catastrophe. C'est un peu le tournant, toute proportion gardée, c'est le tournant Mitterrand 83. Hollande il change de politique économique en 2014 avec Emmanuel Macron, je vous l'accorde. Mais pas qu'avec Emmanuel Macron, il y avait aussi... bien sûr qu'il entraîne le Parti socialiste. Donc, peut-être qu'il est allé trop loin dans cette politique-là, et peut-être qu'aujourd'hui, il faut ramener le curseur peut-être un peu plus sur le plan social-démocrate, mais c'est sûrement pas en le ramenant, comme ça a été fait par Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus à gauche, que la gauche retrouvera le pouvoir. On accueille Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. On a un peu de retard. Ma chère Véronique, c'est à vous. Bonjour. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, pas de générique. Ok. Bonjour Véronique. Bonjour. Donc on va parler des Paralympiques. La cérémonie, c'était hier soir. Une belle cérémonie d'ailleurs, assez incroyable. Est-ce qu'elle a soulevé autant d'enthousiasme que les Jeux Olympiques au mois de juillet ? Qui a effectivement fait parler énormément, que en positif. Ça, c'était rare, c'était agréable, c'était pas mal. En tout cas, moi, je peux vous dire que quand vous avez 95% de messages positifs, ça change. Voilà. Donc là, on se dit, est-ce que ça va être pareil ? Donc j'ai regardé les volumes. Alors vous pouvez vous dire, pas terrible dans l'absolu, parce que on a tellement parlé des JO que... Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils pour faire des projections prédictives de volume grâce à l'intelligence artificielle. Et bien, vous voyez, le succès d'hier soir fait que on voit que les annonces prédictives disent qu'il va y avoir énormément de messages. Et effectivement, depuis ce matin, je vous confirme qu'il y a de plus en plus de messages et toujours positifs. Et la raison pour laquelle c'est en train de monter, c'est une cérémonie qui a été partagée. Alors, je vous ai sélectionné 3 images qui étaient les plus partagées. La première, en fait, c'est des images très partagées avec l'inclusion qui est très valorisée, avec les différentes... chorégraphie, certaines avec des béquilles, des trucs. Alors bon, normalement, c'est une image qui bouge. Hein. Comme on a la télévision, j'ai choisi de ne pas faire bouger. Mais voilà, celle-là, elle est assez représentative. Les gens ont trouvé ça incroyablement beau, étaient fiers. Et c'était le côté inclusif. Le deuxième, c'est que c'était les mêmes images que pour les JO. La fameuse vasque, en particulier. Et donc, en fait, ce sentiment que ça recommençait, que ce n'était pas que les Paralympiques, la musique, tout était bien. Et le troisième, il y avait ce sentiment de fierté que les Français ont eu au mois de juillet, c'est revenu et hier ils étaient là et alors cette image elle a été partagée en disant oh là là, il faudrait faire tous les mois les Jeux Olympiques, c'est ça ? Voilà, donc c'est pour vous dire que... Tous les siècles. Hein, en tout cas pour nous, oui. Donc voilà, donc oui, un engouement qui monte, même si les Français en avaient envie, ils avaient un petit doute et ça a été réussi. Donc c'est bien de temps en temps de dire des trucs quand ça marche.
Comment ? Belle audience télé, d'ailleurs. Très bonne audience télé. Et les messages, honnêtement, ça montait doucement, mais là, avec le prédictif 1 million, ça veut dire qu'on va même dépasser ce qui s'était passé pour les JO. Et puis c'est vrai que sur le sujet du handicap, mais c'était incroyable. Ça marque les esprits beaucoup peut-être plus que ils ont découvert les politiques. 3 heures de télé, c'est autant qu'au moins 5-6 ans de politique publique. Ah oui, clairement, quoi. Ouais. Non, mais là, il y avait des commentaires très... et pas de négatifs. Ouais. C'est ça qui était intéressant. Pas de négatifs comme pendant les JO. Donc, on est obligé de parler quand même un petit peu. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron est éclaboussé par ce... Est-ce qu'il récupère les gouttes de bonheur ? Il n'avait pas trop récupéré des gouttes de bonheur, mais peut-être une petite trêve, ça c'est certain, mais des gouttes de bonheur, non. Donc là, pas certain. En tout cas, hier, il était très, très, très peu cité. Son intervention n'était ni saluée, ni pas saluée. C'était pas l'état d'esprit des gens, mais voilà. En revanche, évidemment, le sujet du Premier ministre préoccupe. Préoccupe d'abord les politiques. Donc, certains politiques ont fait des petits liens avec le sujet des JO. Marine Tondelier a donc tweeté en disant « Après la trêve olympique, la trêve paralympique, si Emmanuel Macron, médaille d'or de l'obstruction démocratique, ne voulait pas changer de gouvernement, il ne fallait pas dissoudre l'Assemblée nationale. Le président de la République est là pour être arbitre, pas sélectionné. Ça fait 51 jours que la plaisanterie dure. Il est temps qu'elle se termine. » Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça au-delà du clin d'œil ? Parce qu'il y avait lien avec les JO. C'est qu'en fait, c'est assez le reflet de ce que l'on peut lire, quelles que soient les tendances des internautes. Je mets de côté, toujours pareil, les militants, parce qu'un militant, ça milite. Et donc, ça relaie les messages du parti. Et donc, il y a un sondage qu'on a sorti avec Odoxa pour le Figaro cet après-midi. Donc, l'exclu était jusqu'à 17h, donc je vous l'ai mis. Qui est est-ce que Emmanuel Macron a refusé donc l'hypothèse d'un gouvernement issu des nouveaux fronts populaires ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous voyez que globalement, oui, il a raison de façon majoritaire, mais c'est pas massif. Alors grosse surprise. Quand on regarde les proximités partisanes, étonnamment, c'est plutôt les gens à gauche qui trouvent qu'il aurait fallu de Mme Castex et ceux de droite, non. Donc on va dire que c'est un clivage qui est en train, pour le ni droite ni gauche, qui est vraiment en train de disparaître. On a quelque chose qui est de plus en plus net. Dans chacun des commentaires, on est à droite ou on est à gauche. Et puis, vous le savez, les internautes aiment bien rigoler. Et quand ils aiment bien rigoler, c'est pas toujours très bon signe pour les politiques parce que ça veut dire qu'on se moque d'eux et puis que dans le fond, tout ça n'est pas très sérieux. Alors autant vous dire que je vous en ai sélectionné quelques-uns. La première, n'est-ce pas, c'est un petit sentiment de décalage où on voit, c'est un montage, voilà. Et elle me sort, vous devez le nommer Premier ministre, et ça fait rire la totalité des hommes politiques de droite. Celle-là, elle a été bien reprise, ça a fait rire les internautes. Le deuxième, c'est qu'ils ont rappelé en image humoristique que finalement, Emmanuel Macron est Emmanuel Macron. Et donc, voilà, alerte info, Emmanuel Macron annule les consultations et décide de nommer Emmanuel Macron au poste de Premier ministre. Voilà, c'était une façon pour les internautes de dire en plaisantant que voilà, c'est lui qui décide et que dans le fond, ils n'en parlent pas tant que ça parce qu'ils savent très bien que ce qui va sortir, voilà, ça dépendra uniquement du président et que c'est difficile de faire des prévisions. Et puis, cette histoire de temps qui traîne, autant vous dire qu'il y a une image qui est très partagée et qui est assez amusante, qui est « Ce n'est pas une blague, les enfants. J'avais 27 ans quand je suis allée voter pour les législatives. Et ça fait 54 ans que j'attends le nom du Premier ministre. » Ça a beaucoup amusé les uns et les autres. Mais au-delà de la blague, ce message reflète un peu ce qu'on peut lire à droite et à gauche, qui est, c'était pas la peine de nous demander d'aller voter. Si c'est pour organiser un speed dating pour trouver un Premier ministre, dans le fond, une sorte d'incompréhension et de décalage qui monte, une forme de défiance, l'impression que les gens ne sont pas écoutés. Et l'une des questions d'ailleurs du sondage était faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour nommer un gouvernement qui correspond à vos attentes ? Eh bien, la réponse est sans appel non à 74%, parce qu'en fait, l'impression qu'on nous a pressés pour aller voter, les gens sont mobilisés et ont voté de façon massive, et que depuis, on attend et ils ne comprennent pas forcément pourquoi. Et puis, une forte envie de gouvernement de coalition et l'impression que ça ne sera pas forcément ça. Voilà. Voilà, merci ma chère Véronique, merci à tous. Pour ce débat intéressant, éclairant. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à Agnès Lecossec et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.